des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 4 de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie française. Je vous emmène cette fois-ci de l'autre côté de la Manche, à la rencontre d'Elodie, coach et ostéopathe passionnée par l'entraînement fonctionnel et par l'haltérophilie. Je vous invite à écouter ça tout de suite. Et c'est parti pour le show. Salut Elodie, comment ça va ? Salut Cyrielle, ça va très très bien, merci beaucoup de l'invitation. Écoute, je suis ravie de te recevoir. Comme d'habitude, ce que je vais faire pour commencer, c'est te demander de te présenter et te demander si tu peux nous résumer un petit peu ton parcours. Donc je m'appelle Elodie Guégan, donc je suis de formation ostéopathe du sport et puis j'ai axé cette formation sur la rééducation, la spécialisation dans le mouvement, prévention des blessures, etc. dans le domaine sportif en fait. Et en parallèle, j'ai développé tout ce qui est coaching sur l'haltéro, sur le crossfit, un petit peu après en tout cas, voilà. Ok, super. Donc toi, tu es issu initialement d'une formation d'ostéopathe. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à basculer donc de cette profession-là au coaching ? Donc j'ai ouvert plusieurs cabinets d'ostéopathie, toujours spécialisés dans le sport à chaque fois. Et donc je me suis mis au CrossFit juste après avoir ouvert les cabinets. En fait, je trouvais que ce sport était plutôt cool en termes de positionnement, de mouvement, etc. Et j'avais de plus en plus de crossfitters qui venaient parce que finalement, les petits bobos, comme on connaît, hein. Et puis je me suis dit, mais ça match, si je peux dire ça. En fait, des deux côtés, que ce soit en ostéopathie ou en crossfit, à cette époque-là en tout cas, on attachait beaucoup d'importance à la santé, au mouvement, aux positions, à pas se blesser en fait. Donc c'était naturel en fait d'allier les deux, on va dire. D'accord, donc tu dirais que toutes les compétences que tu as pu acquérir par le passé dans cette formation-là, elles te servent aujourd'hui dans ton approche du coaching. Ouais, totalement, totalement. J'ai vu que tu avais participé au régional à Madrid en tant que membre du staff médical et en tant qu'athlète également avec la team We Are Athletic. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences-là ? Oui, alors la toute première fois, donc je suis allée au régional avec donc staff médical, l'équipe Rocktape, parce que le taping, c'est quelque chose que je faisais déjà en tant qu'ostéo. Et donc j'ai été approchée par Rocktape et j'ai commencé à travailler avec eux. Et donc j'ai atterri au régional et j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc 3 ans, c'était super, hein. Donc c'est un super staff. J'ai pu rencontrer beaucoup d'athlètes. Voir le côté en fait qu'on voit pas quand on est spectateur ou même quand on est athlète, hein. Tout ce qui est derrière. Et ça, c'était très très enrichissant, même personnellement, pour ma pratique personnelle. Donc après 3 ans, j'y suis retournée, mais en tant qu'athlète, avec l'équipe donc Queer Athlétique, avec Guillaume, Mika et Célia. Ça, c'était un petit peu, comment expliquer? En fait, on avait cet objectif, comme tout le monde, c'était un rêve. Quand on s'entraîne, enfin moi j'ai besoin d'objectifs, je suis compétitrice de toute façon, donc c'est vrai que aller au régional, c'était le truc le plus beau, on va dire goal, objectif, à accomplir en fait. Donc on s'est entraîné longtemps, on a fait 3 ans, ensemble, coachés par Paul Warrior sur Warrior Programming et le but c'était vraiment d'aller au régional et avec beaucoup de chance, clairement. La dernière année, on a pu être qualifié pour cette magnifique compétition. Donc, c'est beaucoup d'émotions, en fait, d'en parler. Et puis vous avez eu cette chance puisqu'au final, alors c'est vrai que ça a pas mal évolué, je me souviens plus trop en termes d'années là, mais je crois que c'était quasiment la dernière année C'était, des régionales. la dernière année. Les Ah ouais, derniers. donc c'est cool quoi, parce que bon, Ouais. c'est une super expérience et en plus ça passe quand même pas loin de se dire qu'après voilà, le format a changé, en bien ou en mal d'ailleurs, ça dépend comment on voit les choses, mais en plus à Madrid ça devait être, je connais pas mal de gens qui y sont allés qui ont dit que c'était une super émulation quoi, Ah ouais, entre l'ambiance dans le stade, etc. c'était top. Il y avait beaucoup de Français qualifiés aussi, donc c'était sympa. J'ai vu que tu étais toujours également en contact avec Paul Warrior, en tout cas il fait partie de tes projets actuels, et que tu habites aujourd'hui en Angleterre, mais tu as dispensé également des séminaires en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux USA. J'en ai certainement raté en cours de route, mais du coup,
toi qui viens de tout changer probablement dans ta vie, en tout cas d'un point de vue géographique, est-ce que C'est tu clair. dirais que est-ce que tu dirais que la clé pour se former, c'est de voyager? Alors, vraiment, clairement, c'est la chose à faire. L'expérience. Rencontrer des gens, discuter, voyager. Moi, on me demande souvent, qu'est-ce que je pourrais lire? Et t'as pas un livre à me conseiller pour apprendre ça, ça, ça. Mais en fait, il y a pas de livre, quoi. Enfin, moi, j'ai passé 7 ans sur une chaise en ostéo. Il y avait de la pratique, mais on a passé tant d'années à lire, à apprendre. Oui, l'anatomie, la biomécanique, blablabla. En fait, j'ai rien appris. Oui, j'ai appris la théorie. J'ai bien plus appris en 2 ans de voyage et de rencontres qu'en 7 ans à l'école, quoi. Donc oui, c'était très, très, très important d'aller voir ce qui se passe. Par rapport à tes séminaires, tes voyages au sens, très large, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué? Alors, moi, je parle beaucoup. Je parle beaucoup en bien ou en mal. Enfin, si les gens suivent mes réseaux sociaux, j'ai beaucoup de choses à raconter. Et du coup, il y a très peu de gens qui m'inspirent vraiment, parce qu'en fait, je vois tout et n'importe quoi, surtout en voyageant. Et donc, dans l'industrie du fitness, on va dire, il y a vraiment une petite poignée de gens que je respecte beaucoup. Il faut pas le prendre mal ce que je raconte, ok? Je donne beaucoup de valeur à certaines personnes, comparé à tout ce qui peut se faire, puisque maintenant, être coach, ouvrir une salle, se considérer comme un athlète, c'est quelque chose de facile. Mais dans toute cette masse, il y a très très peu de gens qui m'ont impacté et à qui je fais entièrement confiance au point de vue connaissance et puis tout simplement en tant qu'être humain en fait. Donc on a évidemment Guillaume Guillou que j'ai rencontré un tout premier dans cette industrie du fitness. Je connaissais pas grand-chose du CrossFit, voire rien du CrossFit avant d'arriver à CrossFit Fréjus. Donc dans le sud de la France, là où j'ai coaché 4 ans, 4 ans à Fréjus. Donc ouais, Guillaume, il a impacté complètement ma vie en fait et j'ai changé beaucoup de choses grâce à lui. Ensuite, on a Paul Warrior. Donc là, je suis en Angleterre. Il est une grande partie, en grande partie responsable en fait de mon déménagement de la France en Angleterre, évidemment. Paul, c'est quelqu'un vraiment d'incroyable et j'ai la chance de travailler tous les jours avec lui. C'est mon coloc d'ailleurs, donc bon, c'est assez marrant. C'était mon coach, c'est devenu mon associé sur des projets. On bosse ensemble tout le temps. On a ouvert une salle ensemble et maintenant on habite carrément ensemble avec Célia, tous en Angleterre, voilà. Donc on a Paul, Eric Lokelner, si les gens connaissent pas, c'est le fondateur de Weightlifting 101. C'est, je pense, le coach le plus incroyable que j'ai pu rencontrer en termes d'haltérophilie. Il a une discipline, une rigueur, une façon d'expliquer. J'ai changé totalement mon coaching et ma pratique personnelle. J'ai toujours un parallèle entre. Je suis pas une bonne athlète, je suis une piètre athlète, mais je pense qu'il faut quand même un minimum pour coacher. Bon, je clean pas 100 kilos. Je pense que si je peux cleaner 90 kilos en étant plutôt propre, c'est quand même mieux que si je fais n'importe quoi hein, pour impacter les gens. Voilà. Et donc, Eric, à la base, j'ai fait un stage pour apprendre moi-même. Et puis, on s'est très bien entendu. On est devenus très, très amis. J'ai traduit plusieurs stages par la suite au Luxembourg, en Suisse. Puis enfin, 2 personnes aux États-Unis. C'est Non-Profit. Non-Profit, c'est une. Comment expliquer? Ils ont une salle, ils ont un site internet, ils font beaucoup de podcasts. C'est Mark Twight et Michael Blevins, des gens qui ont coaché des stars de cinéma au début. Donc, par exemple, Jason Momoa ou Superman, des choses comme ça. Et, mais ça va vraiment au-delà du fitness. C'est des gens qui utilisent l'effort physique pour changer ce qui est un peu dans notre tête, on va dire. Donc, ça va au-delà d'aller faire un entraînement. Et ça, c'est, on va dire, les 5 personnes que je viens de nommer, les 5 personnes que je respecte le plus dans cette industrie du fitness, dans le coaching, dans l'haltérophilie, dans tout ça, quoi. Et qui ont apporté quelque chose de très, très important à comment je vois les choses et comment je les transmets aussi. Je reviens sur Eric, puisque Weightlifting 101, c'est quand même quelque chose qui est assez connu même en France, même si on n'a pas l'occasion d'avoir pu participer à un de ces séminaires. Bon, entre ses communications sur les réseaux sociaux, entre son site, l'accès à l'information, elle est quand même assez facile. En quoi tu dirais que ces séminaires, ou en tout cas son approche, elle a eu une influence sur la façon dont toi tu coaches et peut-être aussi du coup dans la façon dont toi tu as construit tes séminaires par la suite? Donc déjà, Eric, il est danois, donc ils ont une rigueur qui est un petit peu différente de la rigueur française, on va dire. Donc quand on va à son stage, il faut être prêt à quelque chose
d'aspect militaire, on va dire. Ok. Donc, c'est pas là qu'on va rigoler, parce que pour lui, l'haltérophilie, c'est quelque chose de très très sérieux, qui demande beaucoup de rigueur et qui est très compliqué. Donc, en fait, on peut pas rigoler avec son voisin pendant qu'on apprend quelque chose. Donc, voilà, Eric, il apporte des faits. C'est très simple. Sa façon de coacher est très très simple. Et quand on sort du stage, on se dit, mais pourquoi en fait j'ai pas compris ça depuis le début? Et comme il dit, il a un anglais clair comme du cristal. C'est-à-dire que chaque information qu'il va donner, il n'y a pas de question à poser. C'est clair. Il nous dit quelque chose et on peut l'appliquer. Et on voit le résultat. Je pense que c'est toutes les années aussi. Il vient pas d'être coach. Eric, ça fait plus de 15 ans. Il était athlète lui-même et il a basculé dans le coaching parce qu'il pensait qu'il était meilleur coach que meilleur athlète. Et en fait, c'est toutes ces expériences, on va dire. Bah, lui-même, il dit beaucoup I walk the walk. C'est que c'est bien de parler, mais à un moment, si on fait pas ce qu'on dit, bah, on n'est plus crédible du tout. C'est très très important d'avoir une autodiscipline pour pouvoir transmettre la discipline qu'on souhaite voir chez les autres aussi. C'est vrai que je sais pas combien de séminaires au total il a dû mettre en place, mais ce qui est sûr, ça doit se compter en centaines. Ouais, son objectif, c'est vraiment d'en avoir un par week-end. Il le dit clairement, il veut coacher tous les week-ends un séminaire et il le fait très bien. Et c'est ce qu'il aime faire, ça se voit. Après, on l'aime ou on n'aime pas le personnage, c'est pareil. Il peut être très controversé parce qu'il est vraiment très très strict et militaire. Mais si on a envie de progresser, bah, il faut aller à fond dedans et puis en retirer tout ce qu'on peut retirer, quoi. C'est sûr que si tu viens un peu en dilettante, je pense, c'est difficile. Ouais. Moi, pour avoir déjà observé des séminaires avec des athlètes, que ce soit des athlètes de l'équipe de France ou autres, Mhm. t'es toujours un peu surpris, quoi, parce que au bout de quelques heures, bah, t'as moins de, enfin, ton système nerveux, il commence à être un petit peu attaqué. Tu marques beaucoup certaines positions avec des charges qui sont légères, voire carrément barre à vide. Donc forcément, bah, ça fait mal. Je voudrais pas dire ça pour faire peur aux gens, mais même en ayant un niveau sans être quelqu'un d'exceptionnel avec des objectifs type JO, bah, l'haltérophilie, faut pas se mentir, ça fait mal, quoi. Hein. Et si ça te fait pas mal aux cuisses, ça te fait au moins mal au cœur, mal à la tête, parce que tu te poses beaucoup de questions. Et puis parce que de toute façon, c'est comme c'est tout noir ou tout blanc, tu réussis ta barre ou tu la rates. Bon, ben, tu vis aussi beaucoup avec ce truc je rate, quoi. Ça fait partie du processus. Ouais. Moi, je pense personnellement que c'est un sport extrêmement difficile et je n'aurais jamais pu faire que ça. Vraiment, j'admire beaucoup les haltérophiles qui font que de l'haltérophilie, on va dire. C'est bravo. Moi, je fais majoritairement de l'haltérophilie. Je fais un peu de crossfit aussi, mais plus en mode préparation physique pour l'haltérophilie. Et puis aussi parce que pour moi, le crossfit, c'est ludique. Mm. Je le fais pour m'amuser avec des gens que j'apprécie, pour me dépenser, passer un bon moment. Et je prends que le positif de cette activité-là. Donc, c'est un parti pris. Mais par contre, je retourne tout le temps à l'haltéro. Mm. Tu vois, des fois, je me dis, allez, je fais une saison, je fais pas d'haltéro, je fais que du crossfit. Et j'y arrive pas, ça me manque trop. J'y retourne tout de suite. Franchement, je saurais pas expliquer pourquoi. La seule chose que je pourrais dire, c'est de la passion, quoi. Ouais. T'es passionné pour un truc, j'en sais rien. Il y en a, c'est le point de croix. Bon, il fallait que ça tombe là-dessus. Mais c'est assez fou. J'ai l'impression, ou en tout cas, j'observe autour de moi, que c'est un truc très féminin. J'ai beaucoup plus autour de moi, alors peut-être que c'est mon entourage à moi, mais de filles qui se prennent au jeu Mhm. et qui n'arrivent plus à s'arrêter. Ouais. Moi, je pense que il y a qu'à voir si on prend deux débutants, un homme, une femme. Nous, on est génétiquement, les femmes, on est plus faibles génétiquement. C'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est comme ça. Donc, on va plus écouter et travailler plus techniquement. En tout cas, beaucoup plus vite que les garçons, qui eux sont un peu plus forts. Bah, c'est plus fun, quoi. Ouais, c'est bon, je vais la faire cette barre. Tu vois. Et puis, on fait un petit peu n'importe quoi. Alors que les filles, il y a plus, je pense, en tout cas, cette affection pour tout ce qui est technique et progression. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé à la base avec Célia un stage pour les filles. À la base, Lifting Club, c'était un séminaire d'haltérophilie pour les filles. On a fait ça pendant 2 ans. Là, on l'a ouvert aux hommes aussi, parce que ça fait 2 ans qu'on le fait, et puis il fallait changer un petit peu, mais c'était une des raisons. Il y a peut-être une coachabilité qui est peut-être plus élevée, en tout cas au début. J'ai quand même l'impression, globalement, évidemment ça peut changer d'un groupe à l'autre, mais j'ai l'impression que les filles, elles sont vachement plus... Il y a moins d'ego dans leur approche de l'haltérophilie. Ouais. Donc il y a moins de problèmes avec le fait de rater. Ouais. Il y a moins de... Ça remet rien en question sur elles-mêmes, quoi. Je veux dire,
ben, je rate, c'est pas grave, comme je travaille, demain je raterai pas, demain je ferai mieux, ce sera peut-être la même barre, mais techniquement ce sera plus abouti. Et à l'inverse, par contre, j'ai eu aussi des filles qui étaient pas forcément très à l'aise dans leur peau, un peu comme si l'haltéro s'était arrivé à un mauvais moment de leur vie, ou en tout cas plus pour la compétition, je dirais. Il y avait plus cette notion de si je rate, comme si les gens dans le public, comme si les gens allaient se moquer, allaient faire des vidéos et les envoyer sur les réseaux sociaux, ou tu vois, comme si le fait de rater, ça remettait en question justement leur vie ou leur valeur en tant que personne. Et voilà, parfois elles faisaient une bulle en compétition ou des trucs comme ça, et je les voyais plus. Parce que tu sens que ça avait été une épreuve pour elles. Alors que ça, à l'inverse, j'ai déjà eu en coaching ou autre, des mecs qui bullaient une fois par an, Ouais. et ils revenaient quand même, quoi. Ouais, C'est pas qu'ils s'en grave. foutaient, hein, ça les faisait chier, mais c'était moins, ils le vivaient de façon Alors, beaucoup moins personnelle, ouais. beaucoup moins intime. Il y a beaucoup moins d'affectifs chez les hommes, en tout cas, c'est sûr. Ils prennent moins à cœur ce genre de choses. Pas très important pour eux, quoi. Tu disais tout à l'heure par rapport à la coachabilité, depuis que vous avez ouvert ce séminaire justement mixte, maintenant, quelle différence t'as? Est-ce que ça a changé un petit peu ton séminaire, si admettons tu as gardé la même trame, mais d'avoir que des femmes, ou d'avoir maintenant un groupe mixte? Non, ça n'a pas changé le séminaire en tout cas. Bon, un adhérent dans une salle de CrossFit qui vient en cours d'haltéro, il a payé son abonnement, puis s'il n'a pas envie, il le fera pas. T'as beau le corriger, s'il veut pas, il s'en fout. S'il a envie de faire cette barre, il va la faire quand même. Si tu payes un séminaire parce que tu veux apprendre quelque chose, c'est déjà différent. T'as pas la même coachabilité. Donc les gens qui payent notre journée de stage, ils sont déjà réceptifs directement. Enfin, c'est normal. Si moi je paye pour aller apprendre quelque chose, clairement, je la ferme, j'oublie ce que je sais et j'essaie d'écouter ce qu'on a à m'apporter. Donc déjà, ça change tout. Donc clairement, Lifting Club, filles ou mixte, ça n'a pas changé notre façon de faire. Ça change un petit peu l'ambiance, pour le coup. Ça crie moins. C'était notre premier, c'est toujours ça, notre premier en tête là. Notre premier, c'était au Luxembourg. Donc on avait 20 filles, c'est le maximum qu'on prend, puisqu'on est 2. Les filles travaillent en binôme, donc il n'y en a qu'une qui travaille, donc on a 10 personnes qui travaillent et on est 2 à regarder. Il y a beaucoup de synchro pour qu'on puisse voir tout le monde. Sur les parties, je raconte un petit peu comment ça se passe, sur les parties, on va dire générales, et puis après on laisse des créneaux où chacun travaille tout seul et nous on passe et on fait du coaching one-to-one. Bref. Donc 20, c'était la capacité max, et il y avait une atmosphère super cool, quoi. Quand on demande une petite montée en charge, qu'on met la musique, qu'on relâche un peu tout ce qu'on vient de faire, puis on a fait 3 heures de technique avant. Donc il y a un peu moins ça quand on est en mixte, en gros. De toute façon, ils se séparent un peu tous les gens, hein. Quand on fait un séminaire mixte, quand on laisse la liberté de monter en charge, et puis, je sais pas, par exemple, prendre 20 minutes pour aller à un lourd technique, bah, on va avoir les mecs qui vont être ensemble et puis les filles elles vont se regrouper ensemble quand même. Donc, Bah, c'est vrai que les filles, on piaille aussi un petit peu. ouais, hein. oui. Donc, on va pas se mentir. Ah ouais, et puis quand il y a des PR, c'est attention les oreilles, quoi. Ah bah oui, oui, bah, de toute façon, si t'as pas braillé sur un PR, quand est-ce que tu as le droit de le Ouais. faire, Non, et mais que je c'est suis acceptable? En fait, je peux même pas parler parce que moi, je suis horrible. Donc, ouais. Du coup, je te pose la question, mais par rapport au séminaire, parce que là, du coup, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Joachim dans un épisode précédent, qui avait sa propre approche des séminaires, qu'il avait lui aussi construit, notamment en faisant un tour de France des box et en rencontrant, comme il savait que ce serait surtout à destination à la base de crossfitters, de rencontrer des honneurs, de rencontrer des adhérents, et d'essayer de faire la synthèse de tout ça pour proposer quelque chose qui corresponde à la demande. Et on en avait discuté du coup tous les deux à ce moment-là, de se dire, bon voilà, il y a des séminaires où c'est un jour arraché, un jour épaulé jeté, des séminaires où les deux sont sur la même journée mais avec une demi-journée chacun. On a des séminaires où certains font des démonstrations, d'autres pas. Ça dépend surtout, je pense, de la personne qui les dispense, là, pour le coup. Vous, avec Célia, quel est le parti pris que vous avez pris dans la construction de vos séminaires? Comment vous fonctionnez? On fait un jour. Attention, c'est une très grosse journée. On va toujours commencer par de l'arraché parce que ça demande beaucoup plus de concentration. Donc, on le fait directement quand on arrive. On va travailler très, très technique, même pas 25 kilos. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, on va faire une pause et ensuite, on va aller augmenter un petit peu la charge et voir ce qu'on peut faire avec les tips qu'on a donnés, en fait. C'est très simple. J'ai vraiment simplifié, avec tout ce que j'ai pu voir, en tout cas, la façon de coacher pour que ce soit effectif. Je sais maintenant, c'est vraiment sans prétention. On en a donné beaucoup. J'ai coaché aussi beaucoup. Je coach toujours l'haltéro dans une salle de CrossFit et aussi dans ma propre salle en one-to-one. Donc sans prétention vraiment, mais je sais que si on va dans une salle
Par exemple, la veille, on arrive pour le séminaire et on voit un cours où tout le monde bouge très discutablement. Je sais qu'après 2 heures d'arraché, il n'y aura plus d'erreurs majeures. Je ne dis pas que les gens ils vont être haltérophiles olympiques, c'est pas ça. Mais il n'y aura plus les grosses erreurs qu'on peut voir et les erreurs aussi qui sont dangereuses. Tout ce groupe-là de 20 personnes, si on est complet, je sais que chacun aura compris et intégré les tips importants qu'on a envie de voir. Et après, libre à eux de travailler en dehors. C'est comme tu peux faire weightlifting 101 10 fois. Si tu travailles pas entre les stages, bah, ça sert à rien, quoi. Donc on a simplifié ça, on part sur l'arraché toute la matinée. Après, on va parler juste après le repas, la petite pause, 1 heure, hein, à midi ou 13h. On va parler renfort, exercices accessoires, que les gens viennent de manger, donc on n'a pas trop envie de faire un épaulé lourd, quoi. On va un peu plus discuter, échanger sur ça, et puis après on va partir voilà, sur l'épaulé. Des fois, on a des groupes, techniquement, c'est très très compliqué, notamment aux États-Unis. Ça paraît fou, hein. Aux États-Unis, ça a été les pires salles dans lesquelles on est allé. Donc là, on doit adapter des problèmes de mobilité, des problèmes de technique. Donc là, dans ces cas-là, par exemple, je fais même pas de jeter. Je fais pas le jerk, quoi. Est-ce que tu vois des grosses différences entre pays? Puisqu'effectivement, peut-être moins en Europe, mais du coup, avec les US, enfin, j'en sais rien, en fait, d'ailleurs, à toi de me dire Ouais. si tu as des différences notables entre certaines régions. Déjà, bon, ben, l'haltéro, il y a plein d'écoles, on est d'accord. L'école américaine, française. Et en fait, en vrai, j'ai horreur de la technique américaine. Biomécaniquement, anatomiquement, c'est pas le top. Je suis désolée pour les crossfitters. Et en fait, l'haltéro, dans notre milieu, elle est influencée par le crossfit au final. Et quand on va aux États-Unis, c'est flagrant. Parce qu'ici, on a quand même la chance en France, en Suisse, en Belgique, d'avoir des intervenants de très très bons athlètes hein, qui sont intervenus sur des stages comme Benjamin Hennequin, Redon Manouchi. Donc on a un peu gommé ce côté américain. Donc quand on arrive aux États-Unis, on pense que c'est la terre du CrossFit, c'est les États-Unis, ça fait rêver, ça va être trop bien. Et en fait, on rentre dans cette salle et là, on se regarde avec Célia et on n'a même pas besoin de parler quoi. Franchement, on a les yeux qui saignent, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. C'était dur. On s'est dit waouh, comment on va faire vraiment hein. Ça s'est très bien passé, mais c'était un choc. On avait une fausse idée de tout ça. Ben, aux États-Unis, historiquement, les clubs d'haltéro, hein, donc je décorrèle de l'univers CrossFit, Ouais. ils sont comme en France, ils sont en difficulté. C'est pas des structures qui existent partout, même s'ils ont un rapport au sport de force qui est assez ancien également. Mais les structures haltéro, elles sont, d'ailleurs, on le voit facilement aussi sur les réseaux sociaux, elles sont très garage, très petites structures avec un coach qui s'occupe de quelques élèves. Pour beaucoup, pour ceux qui sont intéressés à ce sujet-là, les coachs sont parfois d'anciens profs, ce qu'on pourrait nous avoir en France comme des profs de PS, qui sont pas forcément des gens spécialisés dans la force, mais qui sont passionnés et qui ont monté en compétences. Et d'ailleurs, si on doit citer quelques grands coachs américains, il y en a évidemment. Il y a Mike Burgener qui est très connu. Il y a Bob Takano qui est dans la même école. Enfin, il y en a pas mal qui sont répartis sur tout le territoire, mais je pense qu'il n'y en a pas plus de 5-6 qui reviendraient facilement, même s'il y en a certains beaucoup plus qui existent et qui ont la compétence. D'ailleurs, on avait tous été étonnés quand, à l'époque, c'était Pierros Dimas, qui est très connu pour être un haltérophile grec, qui a eu une très grande carrière, qui maintenant coach aux États-Unis. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va chercher la compétence dans des pays européens, si je globalise. Donc en haltérophilie, ça m'étonne pas, parce que ça reste un sport, je pense, jeune chez eux aussi, qui à mon avis est même plus ancien en France, culturellement, que chez eux. Alors, c'est autre chose pour le CrossFit. Mais est-ce que tu penses que c'est par exemple la façon, enfin, l'hygiène de vie globale des Américains qui peut expliquer que leur approche du CrossFit ou de l'activité physique au sens plus large, elle soit beaucoup plus, peut-être moins naturelle qu'en France? Moi, je pense que ça, c'est pareil partout. Ça va dépendre de la salle et du coach, déjà. Il y a de très très bonnes salles en France. Et il y a aussi des salles atroces avec des gens qui n'y connaissent rien et qui ouvrent des salles parce que c'est facile, ça fait cool. Tiens, je vais ouvrir une salle. Et ça, c'est un très très gros problème. Moi, ça me révolte que ma voisine, par exemple, elle peut passer le level 1 dans le monde entier et ouvrir une salle. Et elle sait rien. Et du coup, ses adhérents vont être à son image. Et j'ai fait de très bonnes salles aux États-Unis. Attention, je dis pas que les États-Unis, c'est de la merde et tout ça. Hein. Mais on a donné, nous, sur le Lifting Club, on a donné des séminaires dans 4 endroits différents. On a fait dans le Connecticut 2 fois, donc en Floride à Miami pendant les Wodapalooza, et on est allé au Texas aussi.
au Texas, je n'ai rien à dire. Cette salle était géniale, le coach est incroyable, donc les gens avaient une rigueur déjà. Ensuite, je me suis pas mal entraînée à CrossFit Queens à New York. Pour les gens qui font du CrossFit, ils vont peut-être connaître Meg Reardon, qui fait les Games 3 fois. Et dans cette salle, il y a beaucoup de monde qui a fait les régionales depuis toujours. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont fait les Games. Donc le coaching, il est différent aussi et les clients sont différents. Et si on va du côté français, on a de super salles. Enfin, pour avoir beaucoup voyagé et avoir vu de choses bonnes et mauvaises, CrossFit Fréjus, par exemple, est une des meilleures salles en termes de technicité et de rigueur que j'ai pu voir. Que ce soit le coach Mika, David, Guillaume, quand tu rentres dans le cours, tu peux observer chaque personne, il n'y en a pas un qui va mal bouger. Et s'il y en a un qui bouge mal, le coach, il va le voir et il va le corriger. Et ça, c'est hyper important. Bon, moi, je suis en Angleterre. J'ai travaillé un petit peu dans une très grande salle ici. Je suis partie de moi-même parce que c'était horrible. Et en fait, on me demandait d'être un cheerleader, d'être sympa avec les clients, de dire allez, allez, c'est bien, good job today, blablabla. Et ça, c'est voilà, ça dépend l'environnement, ton coach, et ce que les gens ont envie de faire de leur salle aussi. Hein, dans cette fameuse salle, il y a 800 adhérents. Ils s'en foutent de comment tu bouges. Ça remplit. À Fréjus, il doit y avoir 100 adhérents. T'as plein d'approches, hein. C'est vrai que je pense que déjà, il y a ce qui se fait maintenant et il y a ce qui se faisait il y a 4 ou 5 ans, par exemple. Parce que il y a 4 ou 5 ans, t'ouvrais une salle sur une métropole X ou Y, quelle que soit la taille de la ville. Globalement, t'étais tout seul. Ouais. Donc le côté positif, c'est que quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, t'as un peu plus le droit à l'erreur. Par contre, je trouve que le désavantage de ça, c'est que si tu bosses très bien, bah, tu bosseras très bien où que tu sois. Par contre, si tu as un petit poil dans la main, quel que soit le sujet, tu seras pas trop challengé. Je trouve que c'est l'avantage de la concurrence. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé, et même quand j'ai eu ma salle à cette époque-là, quand tu ouvrais une salle, par principe, tu étais un traître. Parce que tu étais toujours sur le territoire de quelqu'un. Ouais. Donc, c'était hyper difficile à vivre. Pour autant, une fois que cette phase-là est un petit peu passée, je pense que ça a élevé le niveau de tout le monde. Parce que ceux qui étaient déjà là, ils ont dû se dire il faut que je me pose les bonnes questions sur l'ensemble des sujets, c'est-à-dire le coaching, l'entrepreneuriat, etc., pour se dire comment est-ce que je fais pour élever mon niveau. Et à l'inverse, les autres salles, t'es toujours un peu tracté, quoi. Tu dis, moi, il faut que je puisse m'aligner, il faut que je puisse proposer quelque chose de qualité équivalente, voire meilleure. Donc, t'es dans un processus, si t'es un bon entrepreneur ou un bon coach, je pense, de remise en question permanente. Ouais. Après, moi, je trouve, parce que je suis à la frontière belge aussi, et encore une fois, là, je viserai personne en disant ça, j'ai même personne en tête, pour être honnête. On a quand même l'avantage en France, je pense qu'on ne saisit pas toujours, c'est qu'on a un système de diplôme qui peut être amélioré, bien sûr, mais normalement, sauf si tu mens, et on sait que c'est le cas pour certains, mais tu sors d'un BPGEPS ou d'une licence, entraînement sportif en l'occurrence, puisque sinon tu peux pas logiquement être coach de CrossFit si tu as fait spécialisation, j'en sais rien, golf, et c'est logique, hein, même si tu as des compétences de base, il va te manquer quand même des cases. Donc logiquement, la personne que tu as en face de toi, si l'entrepreneur qui gère la structure, intellectuellement, il joue bien le jeu, tu as quelqu'un qui a au moins un BPGEPS ou une licence, et donc qui est compétent. En Belgique, par exemple, tu peux ouvrir une salle sans aucun diplôme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand j'en discute avec eux, qui sont surpris. Ils se disent, bah oui, mais il y a le level 1. Mais le level 1, c'est une certification commerciale, même si elle est intéressante et que j'invite les gens à la suivre parce que c'est hyper intéressant pour comprendre quel est le vrai CrossFit, ou l'approche en tout cas de base. Mais c'est pas une formation diplômante. Évidemment qu'un jour et demi de formation, ça remplacera jamais 1 an de BPGEPS ou 3 ans de licence et plus encore 2 ans de master en entraînement sportif. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pense que tu peux plus être entrepreneur, head coach, plus continuer à avoir une vie perso à côté, plus continuer à lire, à te renseigner, à discuter avec des gens, voire à voyager, parce qu'il n'y a plus assez d'heures dans la journée, quoi. Et tu commences à faire un peu de tout et de tout un peu. En tout cas, les quelques salles que j'ai en tête, tu as des vrais entrepreneurs, tu as des vrais coachs, et tu as des gens qui sont sur un créneau un peu plus précis, qui poussent soit la programmation, soit la gestion d'entreprise à un niveau un petit peu supérieur. Et un petit peu pareil, je trouve, avec l'haltéro. Aujourd'hui, tu peux pas être un entrepreneur, tenir une salle de CrossFit, être le head coach de tous les cours, sachant que tu proposes, admettons, des spécialités, plus proposer des super cours d'haltéro, plus proposer des séminaires, plus t'entraîner. Ah, mais totalement. Il faut savoir aussi ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Moi, quand j'ai ouvert la salle
il y a 6 mois ici à Newcastle, c'était clair que je ne voulais absolument pas avoir une salle de CrossFit. Je ne voulais pas être chef d'entreprise et avoir 500 adhérents et gérer les choses qui vont avec. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je le laisse aux autres. Et j'avais envie de me concentrer sur tout ce que j'explique depuis tout à l'heure, le coaching très précis au cas par cas et la programmation. C'est pour ça que notre salle avec Paul Warrior est aussi, c'est un peu un laboratoire d'expérience, quoi. C'est notre bureau, on y va, on s'entraîne, on essaye des choses, on programme, on fait plein de trucs comme ça et des fois on invite des gens parce que c'est une salle où il n'y a pas de membres. Faut savoir ça. Je voulais pas, encore une fois, avec le temps passé dans les salles, je voulais pas du tout revivre cette vie, avoir des clients, gérer des membres et faire plaisir aux gens. Parce qu'on est obligé si on est chef d'entreprise. On est obligé un peu de mettre de l'eau dans son vin si on veut gérer. Moi, je pense que les box qui réussissent le plus sur un plan business, etc., c'est où il y a quelqu'un qui va s'occuper justement de cette partie, qui va embaucher les bons coachs pour les bons créneaux et qui va gérer ça un petit peu plus comme une entreprise en fait, réellement. On peut pas tout faire, quoi. Ça dépend de ce qu'on veut. Il n'y a pas de bien ou de pas bien, en fait. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir une méga grande salle et plein de clients. C'est pas ça du tout. C'est pas pour tout le monde, je pense. Bah, puis c'est parce qu'en France, on n'est pas très à l'aise, tu vois, avec, et avec les notions d'argent et avec ce qu'on Mm. pourrait aller appeler, admettons, globalement, c'est un peu cliché, mais la réussite. Et en Mhm. général, le portrait de l'entrepreneur, c'est un homme qui veut se faire de la thune, et c'est forcément au détriment des gens. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que la plupart des entrepreneurs, je crois que le tissu des PME en France, c'est la majorité des entreprises françaises. Donc la plupart des entrepreneurs, c'est des gens qu'on pourrait côtoyer dans la vraie vie. Donc faut sortir un peu de ce truc, les entrepreneurs, ils vivent que pour la thune, parce qu'en général, les entrepreneurs, ils vivent avec pas beaucoup de thunes. Faut relativiser aussi. Et puis ce sont des métiers difficiles, avec beaucoup de prise de risque, avec un stress permanent. Après, moi, je trouve que c'est aussi, il n'y a pas de mal à se dire, moi, je veux faire un truc ou deux, mais je veux être excellent. Donc, ben, je veux être un Mhm. très bon gestionnaire de ma salle, parce que je veux qu'elle dure, je veux que ce Ouais. soit viable, je veux pouvoir en vivre, je veux pouvoir partir en vacances avec ma famille, aller au resto, pas être toujours en galère, quoi. Et voilà, et je veux avoir un temps public, entre guillemets, derrière l'accueil de ma box, discuter avec les gens, Mhm. sympathiser, être à l'écoute, savoir ce qu'ils aimeraient pour pouvoir développer la structure dans le bon sens. Et après, tu peux te dire, bah, moi, je suis une autre personne de cette structure. Moi, je suis coach ou head coach. Mhm. Moi, mon boulot, c'est d'être de plus en plus professionnel au fur et à mesure des années et des compétences que je vais acquérir. Et mon taf, c'est d'être coach, c'est d'accompagner les gens. Mon taf, c'est pas de faire de l'inscription, c'est pas de nettoyer les chiottes, c'est pas de... Voilà, mon taf, c'est ça, c'est le côté client technique. Mhm. Et je pense que quand tu professionnalises comme ça, ben, tu arrives à un niveau d'excellence qui est forcément supérieur, parce que c'est logique, tu as plus de temps à y dédier, quoi. Ouais. Mais cette façon de penser, malheureusement, elle n'est pas non plus répandue, quoi. Oh, mais je pense qu'il faut l'avoir vécu. Franchement, hein, je pense que 5 ans en arrière, je l'aurais pas forcément vu comme ça, et c'est tout à fait normal. Du coup, je reviens un petit peu sur ton studio. Alors, je suis désolée, je l'ai appelé studio, on a discuté un peu tous les deux. J'aime bien le fait que tu appelles ça un laboratoire. Très En fait, ça vient d'arriver dans ma tête, ce mot laboratoire. Je pense que Paul, il va me tuer parce qu'il va dire qu'est-ce que c'est encore ça? Pourquoi tu dis ça? En fait, maintenant, avec le CrossFit, si tu ouvres une salle, c'est du CrossFit. Et sinon, bah alors tu fais quoi? Voilà ce qu'on me dit. Bah tu fais quoi alors? Bah, en fait, avant le CrossFit, il y avait des salles déjà. C'est pas le CrossFit qui a inventé les salles d'entraînement. Moi, je pense par exemple à Vincent Issartel. Pour ceux qui connaissent, ce gars, il a une salle. Et ce qui se passe à l'intérieur, pour moi, c'est excellent en termes techniques, en termes d'éthique. Et ce mec dans sa petite salle, il est peut-être à 95% meilleur que tout ce qui se fait dans le CrossFit. Et c'est pas une salle de CrossFit. Tu vois un peu le truc. Et là, je dis, ouais, j'ouvre une salle à Newcastle. Ah ouais, et ça s'appelle comment? Et je dis, bah, ça s'appelle Campfire. Ah, c'est CrossFit. Non, c'est pas CrossFit. Ouais, bah alors, mais vous faites quoi alors? Je sais pas, on s'entraîne, tu vois. Moi, personnellement, le CrossFit, j'ai fait. On avait cet objectif des régionales, on en a parlé au tout début du podcast. C'était bien, on y est allé, c'était le rêve. Mais après ça, il y a quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas le CrossFit comme on le voit en CrossFit Open. C'est, tu vois, le 21-15-9, le Fran. 21-15-9 thruster pull-up, moi, ça me fait chier, quoi. Ça m'amuse pas, j'apprends rien. Et si je fais une séance comme ça, je rentre chez moi et j'ai pas changé. Je parle mentalement, je suis pas meilleure, je suis pas une meilleure personne, j'ai rien appris en fait. Et ça, j'en veux plus, clairement.
Parce que tu vois, CrossFit, c'est ouais, c'est fonctionnel, nanana. Je suis désolée, hein. On dirait que je taille CrossFit, c'est pas ça. Mais il faut remettre un peu, je pense, des choses où elles doivent être. Et CrossFit, on dit que c'est constamment varié et fonctionnel, mais c'est constamment varié de quoi? On sait très bien que les box programment en fonction des Open, parce que tes clients vont faire les Open, puis c'est cool, on fait comme les stars, donc on fait tout ça. On fait du rameur, des wall balls, des thrusters, des pop jumps, des DU, ok, tout le temps. En fait, il y a un panel de mouvements et ça revient. Et on te dit que c'est constamment varié parce qu'en fait, on est fonctionnel. Bah, qu'est-ce que c'est être fonctionnel? Pourquoi? Pour qui? Est-ce que vraiment le snatch, c'est fonctionnel? Moi, je suis pas sûre qu'on fasse du snatch dans la vie. Tout ça, c'est quoi? C'est euh, faire de la D-ball. Les strongman, ils sont plus fonctionnels que les crossfitters, je trouve. Tu vois, ils prennent une grosse balle et puis ils la déplacent. À la base. En fait, voilà, je vais revenir sur un truc. C'est pas le crossfit que je suis en train de tailler, là, c'est pas ça. C'est ce que les gens en ont fait. Parce qu'à la base, Greg Glassman, il a dit qu'en s'entraînant, on allait faire de choses plus cool à l'extérieur. Et en fait, nous, comme on est trop cons, eh ben, on est allé à fond dans le crossfit et on fait que ça. Et on va plus skier parce que tu comprends, si je vais au ski demain, j'aurai plus de cuisses et je pourrai pas m'entraîner. On va pas faire un marathon parce qu'un marathon, c'est pas crossfit. Tu vas pas courir pendant 4h30. Et en fait, on a oublié qu'à la base, on voulait s'entraîner dans une structure entre quatre murs pour devenir une meilleure personne à l'extérieur. Ça peut être un meilleur père de famille, ça peut être, j'en sais rien, tu veux faire des randos le week-end avec ta famille, mais tu pouvais pas parce que tu n'étais pas en bonne santé, tu vas au CrossFit, tu retrouves un peu cette santé, et en fait, après, tu oublies qu'à la base, tu voulais juste être meilleur en dehors. Et ça, c'était quelque chose que déjà je supportais plus trop, de voir les gens sacrifier tout ce qu'ils avaient pour aller faire leur cours de 17h et tiens, qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, c'est ça, en fait. Je parle aux gens, je leur dis, tu veux dire quoi dans 15 ans? Ah ouais, ben moi, quand j'étais plus jeune, tous les soirs, j'allais faire du crossfit à ma salle et je gagnais toujours le WOD. Ouh, c'était trop cool. Ouais, cool. Ou alors, tu as envie de dire, bah écoute, ouais, je m'entraînais, je faisais du crossfit, mais du coup, c'était cool, ça m'a permis d'aller faire l'ascension du Mont Blanc, je pouvais faire des randos, j'ai appris à nager, c'est trop cool, j'ai voyagé, j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens extraordinaires, etc. Enfin, moi, je préfère dire ça que de me dire, ouais, ben en fait, je mangeais pas de pizza, je buvais pas d'alcool, et je m'entraînais dur tout le temps pour faire les régionales, et j'ai jamais fait, tu vois. Ah, bah alors ça, je pense que tu vois, pour le coup, un peu comme ce qu'on se disait tout à l'heure avec l'approche des box et le développement du marché, on va dire, c'est quelque chose que tu as aussi chez les athlètes. Je pense qu'un athlète qui vient de démarrer ou qui en fait depuis 1 ou 2 ans, c'est pas la même chose qu'un athlète qui en fait depuis 5 ou 6. Ouais. Parce que moi, j'en fais depuis un moment et toujours dans cette approche loisir. Je fais un peu de compète comme tout le monde, des compètes très locales avec les copains et les copines, on rigole bien, c'est cool, c'est des super souvenirs. Mais le lundi, je vais bosser, quoi. Ouais. Enfin, c'est la vraie vie. Et moi, je suis parfois un peu hallucinée quand je prends un peu de recul là-dessus. Et là, pour le coup, je pense pas forcément que ce soit trop la faute de CrossFit ou quoi que ce soit, parce que CrossFit, en plus, ils ont bien recentré, je trouve, leur communication autour. Complètement. Donc, justement, je pense pour lutter contre ce phénomène. Donc moi, ce que j'en comprends, en tout cas, côté CrossFit, c'est qu'effectivement, il faut revenir aux choses simples. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Déjà, par rapport au matos ou même par rapport à l'habitude qu'on a, c'est difficile de sortir des mouvements établis. Et puis surtout, ce qu'il faut se dire aussi, enfin moi c'est l'impression que j'ai, c'est que quand tu regardes dans une salle, les gens, ils se disent, si je scale ou si je fais pas de compétition, soit ils sont très à l'aise dans leur vie, ils ont des enfants, ce qui n'est pas forcément le critère pour dire qu'on est à l'aise, hein, mais tu vois, je veux dire, Ouais, ils ont tellement de choses à côté que en gros, c'est 1 heure dans leur journée, ils viennent, ils voient leurs potes, ils se dépensent, ils repartent, ils sont contents, c'est hyper positif. Ouais. Et après, t'en as. Après, voilà, hein, je comprends aussi. Hein, admettons, t'es célibataire ou t'arrives dans une région, tu connais pas grand monde, qui passe 3 jours à la salle. 3 heures à la salle, pardon. Mais 7 jours sur 7. Qui sortent, ils parlent CrossFit, ils mangent CrossFit, ils vivent CrossFit. Ils en oublient en vrai les vraies choses. Ils sacrifient des choses de leur vie, effectivement, pour aller faire les trous du cul throwdown et faire 18e. Ouais, complètement. Et même humainement, moi, je me dis, si je fais le calcul, des fois, je me dis 20 balles de qualif, 40-50 balles ensuite pour accéder à la compétition. Alors attention, je ne remets pas ça en question. C'est normal que les organisateurs ils mettent des prix parce qu'il faut bien que ça puisse être rentable. Ouais. Mais je pense que j'ai honnêtement dans mon entourage des gens qui dépensent un 13e mois de salaire par an pour faire de la compétition très basique. Je comprends le côté adrénaline, je comprends le côté sympathie, mais je me dis,
c'est plus du CrossFit. Et je connais à l'inverse des salles où si tu fais pas trop de compètes, bah, tu sers à rien dans la communauté, tu vois? Ouais. Tu as l'impression que voilà, que du coup, et pour autant, quand j'étais adhérente dans des salles ou quand ça m'est arrivé d'avoir cette approche-là, je me disais: «Bah, moi, les gars, je paye aussi 80 € par mois. Je viens là pour du coaching, je viens là pour effectivement pour progresser» et je comprends pas, cette dérive de se dire, le CrossFit aujourd'hui, c'est de la compétition. Voilà, après, il y a des athlètes en France qui font top 10 et qui ont des objectifs. Pour moi, c'est encore un autre monde. Ouais. Et pour eux, c'est légitime d'avoir effectivement un mode de vie qui soit très particulier. Après, je trouve ça dommageable, effectivement, que pour un certain nombre de personnes, ce soit la vie d'athlète de haut niveau, mais que ce soit pas cohérent en réalité. Ouais, mais vraiment, clairement. Et en plus, bon, moi je programme, donc mes revenus principaux, on va dire ça comme ça, aujourd'hui c'est la programmation, que ce soit en haltéro ou au CrossFit. Donc via Warrior Programming, donc avec Paul Warrior. Donc je programme des gens qui veulent potentiellement faire de la compétition, donc je m'occupe de compétiteurs en fait. Tu as les compétiteurs des salles et puis tu as les vrais athlètes. Tu vois, Célia Gabiani, Jessica Vetter, Sabrina Caron, Willy Georges. Mais Willy Georges, il est encore sur une autre planète. Mais euh, c'est de vrais athlètes. Moi, j'ai la chance de m'entraîner avec Célia depuis 2015. Elle est bien meilleure athlète que moi. Ça, c'est des gens que je mets à part. Je ne les mets pas dans les compétiteurs dont je viens de parler du tout. Là, c'est vraiment les athlètes. Quand, je veux dire, Célia, elle voyage pour faire les Wodapalooza à Miami avec nos amis de New York, justement, qui ont déjà fait des games. Ouais, qu'elle balance de l'argent pour aller à Miami. Mais oui. Mais alors, les gens qui font 3 muscle-up en suspense, du starfish sur un clean, qui sont compétiteurs de leur salle, tu vois. Ils font leur open gym. Ouais, attention, moi j'ai ma prog. Et ça, c'est l'horreur. Mais c'est l'horreur pour les salles, quoi. Vraiment. Ouais, c'est super dur à gérer, je pense, en plus, parce que bah, soit tu prends le parti pris très fort de l'interdire, Ouais. ce que je pense quasiment personne ne fait. Non, c'est... Après, il y a des progs qui, je trouve, font ça assez bien. Je pense à celle de Mathieu Montes aussi, Oui. qui avait fait un podcast justement avec Ellie il y a peu de temps, où il expliquait que dans Scope, sa programmation, tu devais faire les watts de la boxe. Oui. Et en gros, tu as des blocs également que tu peux faire en plus, si tu as du temps, de ton côté. Donc, si t'as pas beaucoup de temps et que tu as pris la programmation, tu fais juste, je sais pas, 3 cours dans la semaine, tu as fait 3 blocs basiques et voilà, le taf est fait. Et ensuite, tu peux, en gros, faire du complément à côté. Je trouve que c'est une bonne approche parce que du coup, ça te déconnecte pas effectivement Ouais. du groupe, tu continues à communauté, pratiquer, tu etc. continues à être coaché, etc. Ouais. Après, c'est difficile, tu vois, t'as aussi des choses. Enfin, moi, personnellement, j'ai une programmation en haltérophilie, forcément, puisque j'ai que des objectifs Oui. en termes athlétiques dans ce domaine-là. Bon, bah, c'est difficile, tu vois, il faut trouver un club d'haltéro, mais les clubs d'haltéro, l'amplitude horaire, etc., Ouais. ça peut être compliqué. Donc, tu peux aller dans des salles de CrossFit. Donc, tu te retrouves un petit peu à faire des cours de CrossFit parce que moi, j'en fais pour de la prépa physique, puis j'aime être avec le groupe, donc ça me va très bien. Mais, et pour autant, tu vois, je suis très respectueuse du travail des coachs, du travail de programmation, etc. J'ai pas de problème avec ça. Et c'est difficile de trouver sa place parce que t'as un fonctionnement un peu différent et pour autant, t'as pas forcément la volonté d'être à contre-courant. Ouais. Donc c'est vrai que c'est parfois presque du cas par cas quand tu as des très bons athlètes dans ta salle, que ce soit des haltéros ou des crossfitters, parce qu'en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a pas une box qui concentre tous les crossfitters, disons, qui ont le potentiel de faire du résultat à l'international dans la même salle. En général, il y en a un dans une salle. Donc, tu es obligé quand même de faire du cas par cas. Et je trouve que c'est vraiment l'enjeu, je trouve. C'est d'arriver à expliquer à chaque personne quelle est en gros sa place dans la structure et trouver un fonctionnement qui soit... Enfin, tu vois, c'est super difficile. Moi, j'ai pas la réponse à ça, par exemple. Tu vois, ce que tu viens de dire sur Mathieu Montes, moi je trouve ça super bien. Le fait de faire un peu les watts de ta box et de l'accessory à côté du travail accessoire. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait toute l'équipe We Are Athletic, donc Guillaume, Mika, Célia et moi, pendant 2 ans quand même. On a fait ça. Faut savoir que Paul Warrior programme la programmation de CrossFit Fréjus. Et donc nous, on avait pour mission, j'ai envie de dire, de faire tous les WOD avec les gens, 5 fois par semaine. Mais on avait 3 séances axées pour nous à rajouter. Donc on s'entraînait 8 fois. D'accord ?
Donc on fait 5 fois 1 heure, c'est pas dramatique, hein, tous les jours avec la classe, c'est très bien. Et on avait quelque chose d'un peu plus, de très spécifique même, pour nos points faibles. Donc moi je faisais de la gym, je faisais du cardio, Célia elle faisait de la force, etc., des choses comme ça. Et ça nous a permis de faire des progrès énormes, alors qu'on n'avait pas non plus 6 jours sur 7 fait pour nous, tu vois. Et c'est Mm. ce que a fait aussi, bon, je sais pas si tu connais, Megan Lovegrove. Là, cette année, Oui. elle a gagné les Open en Angleterre. Donc, elle va retourner aux Games. Elle est déjà allée avec Stephen Fawcett en équipe l'année dernière, je crois. Bref, Mhm. Megan s'est fait mal au genou. Donc, déjà, il a fallu qu'elle se rééduque. Ça a été long. Ensuite, Megan, faut savoir qu'elle est physio, donc kiné, on va dire. Donc, elle n'avait pas beaucoup de temps sur une année. Et cette année-là, elle a fait que les WOD de la salle. Et elle est allée au régional quand même. On n'a pas besoin d'individualiser tout. Puisqu'à partir du moment où on fait le même sport, qu'on a le même objectif, il y a forcément 80% du travail qui va être commun à ta voisine. C'est sûr, c'est obligé en fait. Mm. Puisqu'à un moment, si tu as envie de te qualifier au French, tu sais à peu près ce qu'il va falloir être capable de faire. Donc je peux pas te donner 6 jours écrits pour toi. Tu vois, enfin là par exemple en ce moment j'ai 14 clients sur du CrossFit. Alors je dis pas que je fais copier-coller tous les dimanches soirs, c'est absolument pas ça. Mais il y a quand même 70-80% du programme qui est similaire en termes de déjà filière énergétique. Tu es obligé de faire des choses plus longues, des choses plus courtes, des petits AMRAP, tu es obligé de faire de l'intervalle training, des choses comme ça. Tu es obligé de faire de la force puisque malheureusement il faut être fort aussi au CrossFit, il faut pas faire que des burpees, il faut que tu fasses aussi de l'haltéro, blabla. Donc c'est vrai que notre schéma, notre cycle qu'on écrit avec Paul, il donne pas beaucoup de place à l'individualité, on va dire. Donc c'est possible que tu fasses le même mode que Célia. Puis alors quand on me demande ouais mais du coup j'ai fait pareil qu'elle. Un AMRAP 12 minutes, c'est un AMRAP 12 minutes. C'est comme bah, dans les coachs en haltéro, tu connais Fares, certainement. Fares, il était venu sur Fréjus quand j'étais encore à Fréjus, donc il y a peut-être 1 an et demi. Il était là, je me dis, tu peux pas me faire un cours, tu vois. Comme ça, j'avais envie de connaître son approche de l'haltéro. Moi, je fais tout le temps ça. Si je rencontre quelqu'un, je vais pas. En fait, je vais lui demander de me coacher, tu vois. Comme ça, je pense toujours, c'est toujours pareil, je pense que l'expérience, il n'y a pas au-dessus. Donc, je peux regarder ce qu'il fait avec d'autres gens sur Instagram, mais moi, je préfère faire un cours, puis je vais me faire mon avis personnel, tu vois. Donc, Fares, il fait des progs, cool. Donc, si je me lance avec lui, et que dans 3 mois ou 6 mois, je lui dis, ah, j'aime pas, je vais faire weightlifting 101. Et puis, dans 6 mois, je change. En fait, j'ai même pas laissé les bénéfices du travail. Je peux rien récolter, en fait. Je commence quelque chose et je me mets pas dedans. Ça, c'est un problème. C'est peut-être plus dans le CrossFit, parce qu'il y a beaucoup plus de choix, je pense. Ouais, Mais, il y a plus de choix. Après, tu vois, en haltéro, moi, j'ai programmé. Je suis athlète moi-même. mhm, Très honnêtement, en toute transparence, aujourd'hui, tu prends du papier, et je le vois dans certaines prog, même CrossFit, hein. mhm, Tu mets de l'arraché, tu mets de l'épaulé jeté, enfin, du snatch, du clean and jerk. De temps en temps, comme tu sais que tu auras pas beaucoup le temps, mais que tu as envie de montrer que tu es technique, tu fous des complexes, avec différents mouvements. Je dis ça volontairement, on sent ce que j'en pense, hein, mais voilà, tu fous des trucs. Déjà, il y a un premier problème, c'est que, très honnêtement, un pourcentage sur un complexe ou autre, pour un crossfitter et pour un haltéro, ça n'a strictement, pas le même sens. ouais, Parce qu'aujourd'hui, la plupart des crossfitters, c'est un autre débat, mais ils sont plus forts en power qu'en flexion. mhm, Du coup, moi, il y a parfois des charges sur des complexes. Le mec à côté de moi, il va le faire tranquille, il pourra faire 3 tours. mhm. Moi, je vais faire un tour au pourcentage qui est indiqué. Si je meurs pas, c'est génial. Et c'est pas une question de cardio. Ah, C'est juste que, c'est le des films, là. pourcentage, tout est déjà C'est comme ça. optimisé, en fait, Ouais, techniquement. oui. Donc tu pas la marge que d'autres peuvent avoir Ouais. parce que, ils sont très forts, mais comme ils sont pas techniques, bon, du coup, ils vont être limités sur certains mouvements juste par leur technique, mais pas par leur force. Du coup, le ressenti sur le complexe, il est pas du tout le même. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, sur le papier, il y a pas de bonne ou de mauvaise prog en haltéro. C'est pas vrai. Mhm, Parce que c'est hyper facile. Tu vas sur internet ou tu récupères, ouais. des cours de STAPS ou BPGEPS. Tu fais un truc cyclique, progressif, tu diminues le volume, t'augmentes le pourcentage sur les Mhm, charges jusqu'à l'échéance de ta compétition, X ou Y, et ça fonctionne, quand tu es débutant, parce que d'un seul coup, tu fais un focus.
Oui. Ça fonctionnera pas forcément sur quelqu'un comme moi ou sur quelqu'un qui pratique depuis longtemps parce que, moi je me suis entraînée quasiment sans coach pendant assez longtemps. Ça m'a pas empêché de progresser. Par contre après j'ai atteint un palier Mmh. et concrètement, même si je programmais pour moi et que je sentais que j'arrivais à optimiser certaines choses, j'ai jamais autant progressé que les fois où j'ai eu un coach parce que, un coach qui te connaît, qui Ouais, regarde et qui corrige dans le détail, ça remplacera jamais une prog. c'est ça et tu viens de le dire, c'est le coaching, c'est l'œil, quoi. C'est encore plus en haltéro, mais tellement. C'est pour ça que c'est bien les progs, mais il faut se déplacer aussi pour aller au stage, pour aller apprendre, pour rencontrer des gens et ça, Ça revient à ce que tu disais aussi sur les cours. Moi, je pense que tu peux avoir une très bonne prog, si tu vas pas en cours et que tu pas corrigé, oui, ben, tu fais le la même chose que les autres, avec ouais. potentiellement moins d'intensité parce que tu pas challengé par la personne qui est à côté de toi et en plus avec potentiellement moins de technicité Mmh. parce que, tu peux faire une très grosse erreur technique que tu peut-être pas envie de voir, même si tu en as conscience. Mmh. Alors que si un coach, s'il est pas mauvais et que tu pas sur un groupe, énorme, le mec, il va finir par te le dire, c'est Oui, obligé. j'espère et ça, c'est pour ça aussi que moi, chez World Programming, en tout cas, je ne m'occupe pas du tout de la programmation qu'on a en ligne, le programme générique, on va dire. Tu sais, tu peux souscrire et puis tu reçois ton PDF, quoi. Tu vois, ça c'est un peu comme, il y en a plein, hein, Invictus, GST, toutes ces progs, cool. Moi, je vais pas du tout là-dedans, c'est leur business. Donc c'est Jordan Wallace et Paul Breyer et Tim Briggs. Ils font leur truc, ils ont un blog, c'est cool. Moi, je prends juste des clients personnels. Donc forcément, c'est plus cher. C'est pas pareil, je peux pas facturer 30 balles pour coacher tous les jours. En fait, tous les jours. Je suis sur mon téléphone toute la journée. C'est pourquoi? Parce que je demande aux gens de m'envoyer des vidéos tout le temps sur WhatsApp. Donc à chaque fois, ils ont une séance. Par exemple, le mardi, en ce moment, je suis sur un cycle où ils font que de l'haltéro le mardi. Je veux voir. En fait, je m'en fous de ce qu'ils ont fait comme barre, tu vois. Je m'en fiche qu'on remplisse le petit formulaire à la fin de la journée. Ouais, aujourd'hui, j'ai cliné 90. Je m'en fous. Tu peux me montrer ton 90 par contre. Ça m'intéresse. Mmh. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai un nombre limité et que j'ai pas envie de faire de la prog générale. Parce que je pense qu'elles sont toutes bonnes, en fait. Après, moi, j'avais envie de faire toujours pareil, personnel. C'est one-to-one, même à distance. Donc, j'ai une petite poignée de clients là-dessus. Et j'ai des nouvelles tous les jours. Si c'est pas une vidéo, c'est quand même un ressenti de séance, etc. Voilà. Ça, c'est important, je Mmh. pense. Quand on veut progresser. Après, voilà, ça dépend de ton objectif aussi. Tu as pas, franchement, je vais le dire, mais c'est cher parce que c'est du temps pour moi. Donc, si on le ramène à la journée, en vrai, je gagne rien, hein. Mais voilà. Mais si ton objectif, c'est de faire une vraie compète, oui, je veux bien t'aider. Et sinon, t'as pas besoin de moi, en fait. Tu vois. Donc, je vais pas prendre tout le monde et n'importe quoi juste pour prendre les sous des gens. Ça sert à rien. Bah, t'as beaucoup de gens aussi qui font du coaching perso, qui sont très loin des objectifs, dont on parle depuis tout à l'heure, Oui. hein. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, qui, j'ai notamment dans l'ancienne salle CrossFit Sestio où Mhm. j'étais, tu des gens qui viennent là en coaching parce que, par exemple, voilà, il y en a qui reviennent d'une maladie, assez lourde, Ouais. et qui ont envie d'être en bonne santé. T'en as qui font d'autres sports à haut niveau et qui ont envie par phase de faire de la préparation physique et d'être accompagnés pour faire, la prépa qui correspond à leur activité, à Mhm. leur mouvement et cetera. Tu peux avoir des gens, ouais, qui reviennent de diverses, enfin, tu as des anciens obèses ou des choses comme ça, qui viennent aussi parce qu'ils cherchent aussi de la confiance en eux et ils se sentent pas aujourd'hui d'être au milieu d'un groupe. Mhm. Tu as aussi des gens qui arrivent, qui ont 50, 60 ans Mhm. et ils se voient pas au milieu des mecs de 25, 30, 35 ans torse nu qui crient et pour autant ils ont envie de faire cette activité-là, mais voilà, ils commencent peut-être par des coachings perso, ils prennent confiance, ils font connaissance avec les coachs, avec la structure, ils vont discuter et petit à petit, c'est pas dit qu'ils finissent pas par arrêter les coachings perso Mhm. ou en garder un de temps en temps ou un par semaine et faire des cours collectifs à côté. Mais il y a ce côté voilà encore un peu impressionnant peut-être de la discipline ou pour des gens qui veulent juste s'y remettre et qui ont pas fait de sport pendant 10, 15, 20 ans et pour lesquels juste revenir dans une salle de sport, c'est déjà un premier entraînement en soi. Ouais. Donc là, je trouve qu'il y a une légitimité à faire du one-to-one parce qu'il y a aussi un peu de Alors, ouais. psycho, il y a le parcours des gens. Mais moi, je suis à fond pour le coaching comme ça personnel.
Je préférais qu'il y ait plus de gens qui payent des coachs pour faire du coaching 1 heure par-ci par-là que de gens qui payent des programmations. Clairement, le problème c'est que les gens ils payent pas. Tu vois, ils payent leur abonnement, allez 80 €, et il faut que tu leur donnes tout pour ce prix-là. Tu vois. Et ils veulent pas rajouter. Enfin, moi, par exemple, mon coaching 1 heure, n'importe quoi, que ce soit quelqu'un, une personne âgée ou un athlète de haut niveau, 1 heure sur ce que tu veux faire, ça va coûter 60 pounds. Ouais, c'est quoi 65 €. Mais il n'y a personne qui paye ça en France. Il y en a un peu, il y en a un peu, il y en a un peu. Mais clairement. Je pense que le pire en CrossFit, c'est vraiment ce côté. J'ai ma box est en difficulté, j'ai pas trop de thunes, alors je mets des créneaux aussi parce que peut-être les gens râlent et que je veux faire plaisir, donc ça part potentiellement d'une bonne intention, mais Oui. j'élargis mes créneaux. Au lieu d'être entre 8 et 12, je passe à 14, puis je passe à 16, je passe à 18, je passe à 20, Ouais. parfois plus. Donc du coup, tu as plus de gens, tu te dis que tu auras plus de thunes parce que tu auras plus d'abonnements, mais la qualité du coaching, elle se détériore. Alors que moi, je trouve, enfin, c'est mon opinion perso, le juste milieu, si tu peux pas faire de one-to-one, enfin, si tu peux en faire, mais et c'est une question de budget, donc Oui. forcément, tout le monde ne fera pas ce choix-là. Oui. Mais si tu veux offrir une solution intermédiaire, c'est-à-dire de dire, ben, j'offre un coaching qui n'est pas 100% individualisé parce que on va pas forcément disserter de tes objectifs et je Mhm. serai pas là à tous les cours à te suivre, toi en particulier, mais tu vas faire partie d'un petit groupe sur le cours, c'est-à-dire vous n'êtes pas très nombreux, Ouais. donc si je divise les 60 minutes du cours par un nombre de personnes, bon bah, le nombre de minutes que je vais avoir à mettre à profit pour m'occuper de toi, il est supérieur parce que forcément, si tu as, j'en sais rien, 20 personnes sur 60 minutes, Mhm. bah, tu passeras forcément moins de temps avec chaque personne que si tu as 10 personnes pour 60 minutes. Enfin, C'est tu passes sûr. du simple au double. Alors Puis forcément, tu vois rien en euh, fait. Tu peux pas. Tu peux pas voir. Tu peux pas les corriger, tu les vois pas. Enfin, c'est horrible. C'est le truc que je hais le plus dans le coaching, c'est ça. C'est d'encourager euh, sans message en fait derrière ce que tu dis. Juste pour dire allez, allez, allez. C'est nul quoi, tu vois. Enfin, moi je peux pas faire ça. Il y a peut-être des gens qui adorent et je leur laisse volontiers le faire, mais c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire. Tu vois, là, dernier exemple, c'est quoi dans cette salle énorme en Angleterre, il y avait 70 personnes sur le team WOD du samedi matin. 70 personnes, quoi. C'est... Non, au revoir. Je peux pas. Je peux pas. Parce que, en fait, du coup, encore une fois, c'est pas du tout le CrossFit le problème. C'est ce que les gens en ont fait. J'ai coaché pendant 4 ans des classes. J'ai de très très bons souvenirs. Attention, je suis pas en train de cracher du tout sur qui que ce soit et quoi que ce soit. Mais à un moment, j'ai dit stop, ce n'est plus pour moi, je n'ai pas envie de le faire. Et j'ai envie de me différencier aussi parce que c'est pareil. On en a parlé tout à l'heure. Et il y en a combien des salles? Et maintenant, tout le monde est dans le panier des salles de CrossFit. Et qui c'est qui est bon, qui c'est qui est pas bon? Et il faut que tu arrives à sortir de là, quoi. Et donc, de suite, ça a été avec Paul, on s'est posé la question. Hein. On a dit, est-ce qu'on affilie la salle et on fait des cours de CrossFit de temps en temps? Et on a dit, en fait, non. En fait, on n'a pas envie, tu vois. Et lui, pire que moi, lui, il coach depuis 8 ans. C'est plus intéressant. C'est plus du tout ce qu'on veut. Donc, on est parti sur du privé 100%. Voilà. 100% privé. Quand je suis arrivée en Angleterre, donc j'ai coaché au début à Reebok CrossFit Tyneside. Et c'était pas ce que je recherchais, donc j'ai changé de salle. Là, je coach toujours un tout petit peu dans cette salle d'ailleurs qui s'appelle CrossFit More. Et c'est vrai qu'au début, ça a été un peu tendu devant le tableau parce que je leur disais, je suis pas là pour être sympa. Ça dépend le cours, attention, attention. Mais quand on me dit de faire un cours spécifique, je choisis. Le jeudi, c'est cool. Bah, je faisais de l'haltéro déjà, au moins je sais que bah, peut-être le reste du temps sur les autres WOD, ils bougeront mieux, c'est cool. Donc je dis, bah écoute, on va faire ça, parfait. Donc le honneur, hyper sympa, me donne carte blanche, cool. Mais je suis pas sympa, tu vois. En fait, je suis super drôle et je fais n'importe quoi, j'ai des conneries, euh, mais, mais pas pendant ce cours-là, quoi. Et si je dis quelque chose, il va falloir le faire. Donc il y a des gens chez qui c'est pas passé, ils avaient pas envie de ça, ok, mais il y a aucun problème. Mais jamais de la vie, tu me verras faire le petit singe un petit peu. Quand tu coaches en haltéro, c'est rigolo, hein, parce que tu dois expliquer à plein de gens qui viennent effectivement en mode récréation, et c'est légitime, mais que c'est pas la fête du slip, quoi. Tiens, moi,
qu'est-ce que ça a pu m'arriver de et pourtant c'est que des gens avec qui j'ai aussi beaucoup, beaucoup ri, tu vois? Mais, un qui passe, un qui récupère, Mmh. c'est normal, puis même en termes d'organisation, souvent c'est le cas. Ouais. Mais celui qui récupère, il est toujours en train de faire rire celui qui passe. Putain, Mais merde! un peu Alors sérieux, c'est super bordel. compliqué, ouais, tu là, tu râles parce qu'en gros tu dois avoir un niveau de tolérance pour dire: «Bon, je veux pas que ça aille au-delà de ce niveau de conneries, quoi», et en même temps, il faut trouver la bascule pour que ce soit sympa. Mais, encore une fois, ça c'est en termes de coaching et plutôt du coup de qualité d'animation, c'est un vrai job, hein, d'arriver à trouver ton et je trouve que chez les filles, c'est un vrai débat parce que moi, je l'ai déjà expérimenté. Évidemment, encore une fois, c'est très personnel, mais, je le dis vraiment avec ces mots-là, mais je braillais bien plus fort au tableau Mmh. que les garçons parce que, les gens, ils m'écoutaient moins. Je pense pas que j'étais moins crédible, c'est juste que quand c'est une fille, c'est un peu plus décontracté. Donc tu Ouais. dois tu dois pas mal prier pour que les gens t'écoutent. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Et quand tu fais cours, par exemple d'haltéro, heureusement, moi, je pense que j'ai eu cette chance-là, c'était d'avoir le tampon, technique. Oui. C'est-à-dire que j'avais cette crédibilité, donc j'ai pas trop galéré, en général, à ce que les gens, ni m'écoutent, ni remettent en question ce que je disais. Mais c'est pas facile, quoi, tu vois? Moi, je vois parfois à cours équivalent, quand tu es un homme, c'est un petit peu plus simple dans l'animation. Je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que je pense qu'encore plus quand tu es une fille, tu peux pas en fait, tu dois, être plus performante, tu vois? Et c'est pas la peine d'avoir un deadlift à 200, j'ai pas dit ça, mais un minimum de placement, un minimum de choses dans ce que tu enseignes. Moi, j'enseigne la force beaucoup parce que j'adore ça et mais si je peux pas faire un deadlift, conséquent, le mec, il va pas m'écouter quand je vais lui apprendre à lui-même faire son deadlift, tu vois? Ouais, non, mais je suis d'accord, il est clair que la caution technique, bon, forcément, elle est nécessaire, mais en plus de ça, quand tu es une fille, elle te sauve aussi parce que quand tu es diplômée, que tu coaches depuis un moment, ça va parce que tu Mmh. as la crédibilité, tu as l'expérience et puis ensuite, il y a les faits. C'est-à-dire que tu donnes un conseil aux gens, ça marche, ça les aide, donc après la confiance s'installe et voilà, le problème est réglé. Ouais. Par contre, je pense que quand tu es débutant, je dis ça pour tous les gens voilà, qui passent peut-être leur BPGEPS et qui vont coacher en même temps dans une salle, effectivement, je pense que si tu as pas, déjà visuellement, si on peut pas se dire quand je la vois OD ou je la vois s'entraîner, je lui fais confiance, Ouais. par rapport à son expérience, c'est compliqué. Ouais. Alors moi, cette crédibilité-là, en termes de mouvement, de placement, et cetera et de blessure, heu, cool pour moi. Vu que je suis ostéo, tout le monde le savait déjà et en fait, on me croyait direct, tu vois? Donc ça, c'est plutôt cool. Tu vois, c'était: «Ah ouais, mais de toute façon, ouais, bah, elle est ostéo, donc si elle l'a dit, bon, s'il faut, j'ai dit une grosse connerie, mais ouais, je suis ostéo, ça passe», tu vois? Tu parlé de la un peu de la morphologie différente des filles et des gars, mais il y a toute une morphologie différente pour chacun qui fait que ta technique, elle va pas être pareille que ton voisin, en fait. Tu vois, par exemple, j'ai fait le séminaire de Dimitri Klokov, mais au tout début, je crois, il y a 5 ans et lui, il s'en fout de commenter. Il a sa technique et tu dois faire comme lui et pour moi, ça, c'est aberrant, tu vois? Alors que, par exemple, j'ai eu l'occasion de coacher un petit peu et de voir aussi, et de m'entraîner avec Benjamin Etienne et Benjamin, il va te dire: «Bah, toi, tu plus, heu, tu foutu comme ça, regarde, tu as plus de ça, 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 les cuisses, le dos, tu devrais te placer comme ça par rapport à ta morphologie» et cetera et ça, c'est vachement plus intéressant, tu vois? On n'est pas du tout tous pareils, mais alors pas du tout. Donc on peut pas, avoir une technique, générale et forcer les gens dans cette technique. Et ça, je pense que c'est hyper important, de bien regarder au cas par cas. Et ça me fait penser au placement du dos aussi, c'est pareil. Quand tu as un deadlift méga lourd, alors moi j'adore, si les gens ils veulent noter ça, s'appelle Steffi Cohen. Steffi Cohen, elle a 20 records du monde en powerlifting, enfin c'est un truc improbable. Elle a une salle qui s'appelle Hybrid Performance à Miami, donc j'ai eu la chance de pouvoir discuter un petit peu avec elle au Wadapalooza. Donc Steffi Cohen, elle est PhD, elle est médecin. Enfin, déjà. Donc la meuf, c'est un docteur. Elle fait du powerlifting et elle fait vachement de podcasts et c'est hyper cool avec son mari sur plein de choses, sur les blessures. Elle a fait un live sur les blessures du dos. Et les gens, en fait, ils sont complètement tarés avec ça, tu vois. Oh là là, ton dos, t'as le dos rond. Alors déjà, j'ai pas le dos rond.
j'ai peut-être le haut du dos qui s'arrondit. Je parle pas de moi parce que je sais pas comment c'est possible. Mon dos, il s'arrondit pas. Je pense que je suis trop rigide. Des fois, tu vois des gens, ils soulèvent très lourd. Et ils ont un arrondissement dans le haut du dos, mais ils ont pas le dos rond en fait. Leurs lombaires, elles sont plus solides que t'auras jamais de lombaires solides comme ça, tu vois. Et ils sont oh là là, mon Dieu. Ouais, mais non, en fait. On le voit, ça, c'est un truc des réseaux sociaux, beaucoup. Hein. Et c'est souvent, en plus, souvent, ils te disent, tu sais, je prends genre une pull-up. Aïe, 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 les épaules. Tu vois, voilà. Le message de merde, c'est le message de merde, ça. Le commentaire public, aïe, 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 mon dos. Aïe, 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 mes genoux. Ok. Et quand tu vas voir ces personnes-là, moi, je vais en MP, hein, direct. Hein. Hey, ça va? Salut? En fait, pourquoi t'attaques? Et là, tu t'envoies un petit pavé pour expliquer que le mec, il est trop con et qu'il a jugé d'un truc qu'il connaissait pas. Hein. Parce que quand tu dis aïe le dos, tu n'apportes rien en fait au débat. Et quand tu remets en place le gars, il va te dire moi je me posais juste la question. Tu ne posais pas la question en fait. Tu savais pas et t'as dit de la merde, tu vois. Non, moi, tu vois, je répondrais même pas parce que je me dis de toute façon, en général, et puis ça se voit toujours sur les réseaux sociaux, le discours des personnes change pas. Tu vois, souvent tu tombes sur des gens de très mauvaise foi qui vont t'expliquer à quel point ils ont raison et à quel point tu as tort et à la fin de la discussion, tu vas monter en pression, ça finit parfois en insulte, mais concrètement, personne n'a été convaincu par l'autre, tu vois? Mais, et en fait, tu vas et tu vas. Non, mais je comprends que les gens disent laisse passer. Si on dit jamais rien, tous les gens qui savent pas et qui se permettent de l'ouvrir, tu vois, ils vont penser qu'ils ont raison. Mmh. À un moment, je pense, ça c'est qui le dit aussi, c'est, tu connais Philippe Marbeau. Philippe Marbeau, El Sabre, j'adore El Sabre, j'adore sa page, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Et c'est vrai, il a raison quand il se prend la tête avec des gens qui ont envoyé des choses complètement connes et affirmé des choses complètement fausses. Quand tu vas un petit peu au débat, les gens commentent toujours non, mais te prends pas la tête, laisse tomber. Oui, jusqu'à un certain point en fait. Parce qu'à un moment, si on dit jamais rien, et ben le deadlift ça fait mal au dos, et l'haltéro c'est de la merde, et le butterfly pull-up ça blesse tout le monde, et en fait le crossfit c'est de la merde, tu vois. Et quand on sait pas, on parle pas, tu vois. Ou on pose des questions, tu vois. Je comprendrai jamais. Tu sais, moi, quand ça me plaît pas, je passe ou je unfollow, tu vois. Mais je vais pas aller commenter un truc. Oh, mais je comprends pas. Si t'aimes pas, regarde pas. Tu sais. Avec Célia et Paul, on a une société de nutrition. On poste des trucs dessus et j'ai posté une amie à moi, Elissa. Elle est en maillot de bain. J'ai mis une petite phrase et puis bref, j'ai fait un post pour les nouveaux programmes. Et j'ai quelqu'un qui a quand même dit super Photoshop, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi? Tu vois? Donc, bah, j'avais du temps. J'ai cliqué. Bon, horrible. C'était un gros, tu vois? Alors ouais, d'accord. Mais pourquoi, en fait? Ça, c'est horrible. Je comprends pas. Ah mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, moi j'ai eu le cas la dernière fois, ça m'est arrivé qu'une fois, hein, donc tu vois, je suis encore relativement épargnée. Je mets une barre et le mec, il y a un mec qui commente, un mec que je connais, ni d'Ève ni d'Adam: «Bravo le dopage». Oh mec, on n'a pas parlé du dopage aujourd'hui. Et en plus, je me dis, voilà, j'ai un petit niveau, sans aucune prétention, mais attention, je suis pas en équipe de France, j'ai pas ce potentiel-là, j'ai pas un parcours, donc je me dis même, ce serait triste pour moi si je m'étais dopée pour avoir le niveau que Mais j'ai, tu vois? exactement. Et et en plus je suis pas très sèche, enfin, je veux dire, il y a pas d'indice Ah ouais, non. qui justifie ça et je regarde le truc et je me dis: «Ben, limite, autant le voir comme un truc flatteur» parce que le mec il se dit que sans dopage, on peut pas arriver à faire ce que je fais, alors que c'est tout à fait possible, Ouais. Mais très ça, largement c'est même. la bonne réflexion, ouais, c'est ça, hein. Moi, j'avais vraiment souffert de ça au tout début, je faisais du crossfit, hein. En plus, alors tu vas rigoler des perfs, hein, mais bah, ça faisait 4 mois, c'était il y a longtemps, en 2014, et j'ai fait un clean à 50 kilos. Wouhou. Sauf que dans la région, il n'y en avait pas. Tu vois, c'était il y a longtemps. Donc c'était ouf, genre c'était ouf. N'importe quoi, c'est nul à chier, tu vois. Et les gens, ils ont été dire que de toute façon, j'étais dopée pour progresser comme ça. En plus, bon, Mmh. j'étais contente de cette perf, mais maintenant, avec le recul, je me dis, oh, mais n'importe quelle fille, au bout de 1 mois et demi, même si elle part de rien, moi, je ne partais pas de rien, j'avais fait du bodybuilding avant. Donc oui, je suis arrivée dans une salle, j'avais un deadlift à 120,
Mais voilà, il y a combien de filles qui deadlift plus de 100, plus de 120, tu vois? Et moi, on m'avait dit, ouais, elle est dopée. Et ça a été atroce. C'est nul, en fait. Comme toi, tu penses que tu peux pas le faire, tu peux pas concevoir que des gens le font. Je comprends pas, tu vois? Mm. Donc, Célia, elle a beaucoup subi toutes ces rumeurs. Il y a des trucs, mais c'était atroce. Et moi, je passe au-dessus parce qu'avec le recul, ça me fait marrer, mais elle passe moins au-dessus. C'est très dur parce que. Ouais, ouais. C'est parce que le volume pour elle, je pense, est décuplé, quoi. Ouais. Déjà, c'est difficile quand tu as, je sais pas, 10, 20 000 followers. Je Ouais. pense que quand t'en as, je sais même pas combien on a Célia, mais je pense que ça se Je compte crois en que c'est milliers. 600 000. C'est incroyable, quoi. Ouais, 600 000. Donc oui, c'est ce que je disais l'autre jour. Elle a eu un souci sur un post. Et il y a 2 connards qui ont commenté. Et je dis, mais regarde, il y avait 10 000 commentaires, il y en a eu 2. C'est quoi, en fait? En fait, c'est rien, il faut juste passer au-dessus, mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Tu vois. Et le dopage, regardez les bonnes personnes, ça se voit, quoi. Pas moi. Ouais, et puis de toute façon, enfin, moi, c'est pas que je m'intéresse pas au dopage, hein, c'est un sujet évidemment, en plus en haltéro qui est très très central. Ouais. Mais pour le coup, moi, je prends vraiment, enfin, le parti de pas trop en parler, d'essayer de pas trop y penser. En fait, comme c'est très présent, Mm. je pense que le mieux, puisqu'on peut pas forcément agir là-dessus, c'est d'avoir sa propre éthique avec Ouais. ça, c'est de se dire, bah, moi, je n'y touche pas, je n'en veux pas, ça n'a pas de sens pour moi, Mais voilà, ça n'a de sens pour personne. c'est ça. Et je décide de m'en foutre parce que si tu rentres dans le débat, je pense que tu te fais aspirer. Le problème, Vraiment. c'est, tu vois, pourquoi ils se dopent? Pour être beau sur la plage ou pour gagner le trou de balle throwdown, en fait? Et ça, c'est, oh, mon Dieu, tu vois. Et Dimitri Klokov, il dit, je comprends pas les gens qui se dopent pour ces raisons-là, mais peut-être que si tu vas aux Jeux Olympiques et que tu sais que, c'est horrible, hein, je dis pas que les gens qui font les Jeux sont dopés, mais lui, il explique ça, c'est exactement ces mots. Donc, si tu vas jouer une médaille d'or aux Jeux Olympiques, je peux plus comprendre que tu as fait des choses comme ça que, en fait, si tu veux gagner la compète du quartier. Enjeu différent. Et puis de plus, c'est pas les meilleurs qui se dopent, en fait. Moi, clairement, là, demain, je fais tous les programmes du monde. Pour me doper, j'irai jamais au CrossFit Games, tu vois. Il y a quand même quelque chose, il y a du travail, il y a la génétique. Et en fait, les gens qui comprennent rien, eh ben, ils se chargent pour mettre une vidéo sur Instagram d'un bon snatch, quoi, tu vois. Et ça, pour moi, ça, je respecte pas, quoi, vraiment pas. De toute façon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut pas inciter les gens à aller dans le sens. Hein. Il y a aucun débat là-dessus. Mais c'est clair que bon, franchement un fléau. Ah Et ouais, voilà, on sait que les contrôles coûtent assez cher. ouais. Mais quand bien même, de toute façon, j'ai pas de chiffre en tête. C'est vrai que ce serait intéressant de regarder. Mais je pense que en France, en tout cas, le pourcentage de personnes qui se dopent, Mhm. ça doit être essentiellement dans des petites structures et Ah pas oui. forcément à visée compétitive. Ouais. Donc le truc, c'est qu'on se dit, même s'il y avait plus de contrôles, qui coûtaient moins cher, qu'ils étaient plus rapides, etc., enfin, toutes ces problématiques-là, et que le CrossFit était un sport fédéral, C'est ça affilié, le etc., problème. C'est qu'après, c'est comme voilà. tu as dit, selon les organisateurs, tu vois, c'est... Mais de toute façon, les contrôles, voilà, le mec, il débarquera pas dans ta salle d'entraînement, ou alors, c'est très très rare, j'imagine, pour contrôler un mec de façon aléatoire. Ouais. Donc en fait, malheureusement, il faut vivre avec ce problème. Je dis pas qu'il faut l'accepter, il faut continuer à prendre des mesures, hein, Mhm. mais c'est quand même une réalité. Donc je pense que ce qu'il faut développer chez les gens, c'est cette éthique, tu vois, de se dire. Ouais. J'avais bien aimé la réaction des French Throwdown avec, je pense, Daniel Chaffé, qui a dû prendre la décision au final. L'année où Elia Navarro, donc l'espagnole, elle s'était fait contrôler positive suite au régional, je crois. Donc elle s'était inscrite au French et en fait, ils l'ont pas autorisée à faire la compétition des French. Parce qu'on le savait tous. On le savait tous. C'était public qu'elle s'était dopée et que, en tout cas, les CrossFit Games lui interdisaient peut-être 3 ans, si je me trompe pas, ou 5 ans de compétition CrossFit Games, donc Open Regional CrossFit. Et à côté de ça, il y a des compètes qui l'ont laissé concourir sur d'autres throwdowns. Et je sais qu'au French, ils ont dit non. Et ça, je respecte vachement, en fait. Je trouve que c'est très bien, et au-delà de ça, je trouve que c'est normal, puisque si c'était un sport fédéral, tu te fais prendre, tu as un délai, il y a même pas de discussion de savoir si tu peux le faire ou pas. À l'inverse, si on est un peu critique, on se dit: «Les gens, ils payent pour faire les French ou peu importe quelle autre compétition. Ils s'investissent, à l'année dans leur entraînement, c'est un rêve, et cetera. Ils mettent de l'argent pour soutenir les French, pour y participer, pour que le spectacle soit top le jour J, et c'est vraiment réputé pour, donc c'est génial». Mhm. C'est légitime de se dire qu'eux n'ont pas envie de se dire que leur argent va finir dans la poche, potentiellement, de quelqu'un qui a contourné le système.
Bah, parce que c'est pas le message qui est véhiculé, par les French, par les athlètes, par le sport en général même. C'est pas qu'il faut fermer les yeux dans le sens, faire comme si ça n'existait pas, mais je pense qu'à titre très personnel, très local, il faut se dire: «Bon, bah, voilà, moi je vis ma pratique, une pratique saine sur tous les plans et j'essaie le plus possible de me détacher de ça». Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir participé à ça. On a traité beaucoup plus de sujets que ce que je pensais, mais c'était assez intéressant, donc pas de souci. Super bien. Je te laisse le mot de la fin éventuellement si tu veux rajouter quelque chose ou dire, quoi que ce soit. Ouais, dans tout ça, ma plus grande conviction en tout cas, c'est que votre environnement détermine qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire. Et si votre environnement il vous correspond plus, vous êtes responsable de le changer. Ça, c'est pour ça que j'ai quitté la France et que je suis partie en Angleterre. Et c'est valable pour tout, pour tout dans notre vie. Et je pense que c'est une bonne chose à se rappeler. Voilà. C'était philosophie. Restons healthy. Ça marche. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Merci Élodie et beaucoup. puis, à bientôt Oui. j'espère. À bientôt, merci. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.